Top. Bah, écoute, on est live. Hier, on était d'ailleurs avec Thibaut Elzière qui est investisseur de Livestorm et qui me disait Ouais. c'est la première fois que je vois l'outil. Donc, c'était assez drôle. Bienvenue à toutes et à tous qui nous entend. Salut Bartos, comment ça va? Salut Adrien, ça va et toi? Ouais, écoute, top. Merci de ta présence. C'est vendredi, donc veille de week-end. On a pas mal de choses à faire avant de boucler le week-end et on a aujourd'hui la chance de te compter parmi les participants de nos webinars pour avoir des feedbacks concrets, des conseils et des retours sur ce que tu vois pour les entrepreneurs et les porteurs de projets qui nous écoutent. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, toi, et ce que tu fais chez Alven? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Bartosz. Moi, je suis investisseur depuis à peu près 5 ans. J'ai commencé chez Xange, donc un fonds de seed parisien. Puis ensuite, en 2017, je suis parti chez EQT Ventures, qui est un assez gros fonds pan-européen basé à Stockholm, en Suède. Donc, j'ai vécu là-bas pendant à peu près 2 ans. Et puis, je suis rentré il y a 1 an pour travailler chez Alven, qui est l'un des principaux fonds français. On est un fonds qui a été créé en 2000, donc il y a 20 ans, et on fait de l'investissement digital majoritairement en seed et en série A pour commencer, donc des tickets de 1 à 10 millions, un peu partout en Europe et aux États-Unis sur une stratégie particulière d'entrepreneurs francophones aux États-Unis. On a une quinzaine comme ça de boîtes, et en tout, on a backé 130 startups depuis l'existence d'Elven et on en a 60 en portfolio actuellement. Ça va de boîtes comme de boîtes très très software comme Algolia, Dataiku, Conto, à des modèles plus marketplace comme Drivey, comme Miro, et enfin beaucoup de consumer aussi dans l'offline comme Cézanne par exemple ou Typologie, mais aussi des produits purement digitaux comme Appen ou Madbox qui fait des jeux vidéo. Super. Et peut-être question préliminaire avant de parler de tout, toute cette période. Comment t'es arrivé dans le milieu du VC? Toi, t'es à la fois jeune dans le milieu du VC, mais t'as déjà une grosse expérience parce que t'as fait 3 fonds. Comment t'es arrivé et ton parcours? Alors c'est marrant, c'est de la manière la plus ennuyeusement académique possible. C'est-à-dire que en fait j'ai pris mes expériences précédentes, j'ai essayé de voir ce que j'en avais appris et je les ai combinés et ça a donné le VC. C'est-à-dire qu'avant de travailler en VC, j'avais fait un peu de banque d'affaires et un peu d'investissement aussi en private equity immobilier. Donc c'est là que j'ai découvert que j'adorais l'investissement. En revanche, le sous-jacent qui était le sous-jacent immobilier, c'est quand même pas le plus marrant comme écosystème. Mais j'ai quand même retenu que j'aimais bien la position d'investisseur parce que c'est une position de long terme, parce que c'est une position qui demande une conviction très forte et parce que c'est une position qui n'est pas juste une position de mise en relation ou de conseil, mais aussi une position où finalement on essaye d'aider l'actif à grandir en valeur et donc en l'occurrence à aider les startups à grandir. Et puis l'autre point que j'avais appris dans mes expériences précédentes, c'était chez 55, qui est une espèce d'agence digitale, où j'ai appris que en fait la tech c'était vraiment l'écosystème dans lequel je voulais évoluer. Donc de manière un peu bêtement scolaire, quoi, j'ai combiné investissement et tech, et c'est comme ça que je suis arrivé à découvrir le venture. Je savais pas du tout ce que c'était, et j'en ai discuté avec des gens qui bossaient en venture. Donc à l'époque Nicolas Rose, qui est toujours partenaire chez Xange, et c'est comme ça que je suis arrivé chez Xange et dans le venture de manière plus globale. Ok, super. Du coup, une question hyper large pour commencer, puisque tu as cette expérience à la fois jeune et hyper dense du milieu du VC. Est-ce que tu penses que ça va changer un peu la manière de faire du VC avec ce qui se passe, ou on va réadapter un peu les tests d'investissement, on va réfléchir à comment on investit, ou non, on a les capitaux et on va investir comme avant, mais avec peut-être des montants différents et des modèles différents? C'est une bonne question. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'en sait rien encore, quoi. On est encore quand même vraiment hyper tôt et on est surtout dans cette première phase qui est vraiment une phase encore de crise sanitaire et de santé publique. On n'est même pas encore vraiment dans le côté économique, on y est un peu, mais pas encore complètement. Et puis il y a sans doute un volet social aussi de la crise qui va apparaître. Donc c'est encore hyper tôt. Et puis deuxième élément, c'est que
de la même manière, on manque aussi de recul sur l'écosystème startup. Enfin, moi, ça fait donc 5 ans que je fais ce métier et déjà, c'est la manière dont on l'a fait les 2 dernières années n'avait rien à voir avec la manière dont je le faisais au tout début, parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent disponible, beaucoup plus de concurrence côté VC, tout allait beaucoup plus vite, il y avait aussi beaucoup plus d'entrepreneurs et donc du coup, toute cette espèce de profusion fait qu'effectivement, tout allait vite. Tout s'enflammait parfois sur des niveaux de montant, de valorisation, de vitesse à laquelle se faisaient les deals. Et c'est compliqué de savoir si on va revenir de ça ou pas. Je sais même pas si c'est une bonne chose en fait d'ailleurs qu'on revienne de ça ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps. Et tout part en fait des marchés financiers finalement. C'est-à-dire que les LP, qui sont les personnes qui nous confient de l'argent qu'on va investir, en général, ils ont des actifs qui sont alloués dans différentes classes d'actifs, dont le VC est juste une toute petite partie. On parle vraiment de moins de 1% en général. Et l'essentiel de leurs actifs sont dans les marchés cotés, dans l'immobilier, etc., qui sont des classes d'actifs qui ont été assez touchées, même si c'est remonté, mais ça risque d'être encore pas mal touché dans les prochains mois. Et donc, du coup, ces gens-là vont se reconcentrer sur plutôt ces actifs-là, qui sont en plus plus liquides, donc plus faciles en fait à gérer quoi que le venture. Et donc, du coup, ils vont moins allouer d'argent dans les fonds de venture. La conséquence de ça, c'est que les fonds existants vont devoir tenir un peu plus longtemps parce que la levée de fonds sera plus compliquée. Et donc, du coup, au lieu de déployer leurs fonds comme ce qui se voyait ces dernières années sur peut-être 2 ans, ils vont plutôt les déployer sur 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Et donc, du coup, mécaniquement, comme la taille du fonds, elle est la même et que ils vont devoir le déployer sur plus longtemps, mécaniquement, soit ils vont faire des tickets plus petits, soit ils vont espacer les tickets d'investissement de plus de temps. Dans les deux cas, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que soit le montant investi se réduit un petit peu, et comme la dilution est à peu près égale tout le temps, forcément la valorisation va se réduire, soit les fonds vont investir moins souvent, et donc en fait dans moins de startups finalement, parce que le rythme de création de startups il est à peu près constant. Et donc du coup, ouais, ça risque de prendre plus de temps. Peut-être qu'il y aura un petit ajustement sur les prix. Peut-être aussi qu'il y aura un petit ajustement sur le type de startup qui se fait financer. C'est-à-dire que ou qui se fait financer facilement. À mon avis, le top 1%, il va toujours trouver à se financer aux mêmes conditions qu'avant. En revanche, sur des modèles un petit peu plus intensifs en capital, qui croient un peu moins vite, qui sont un peu moins différenciés, qui ont des marges un peu plus faibles, etc., potentiellement, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Ouais, c'est ce qui ressort des discussions. Je pense qu'après un mois, on voit tous que ça va être plus dur pour les entrepreneurs de lever. Disons qu'il faut avoir plus de fondamentaux. On a quand même un effet de changement des relations, quoi. C'est avant les entrepreneurs avaient un peu plus de pouvoir au fur et à mesure des années. D'ailleurs, tu es arrivé dans le venture au moment où ça commençait à vraiment décoller pour les entrepreneurs. Et moi, je parlais l'année dernière, on pouvait lever 5 millions sur un four à pizza connecté, quoi. Je dis ça en blaguant, mais c'était limite ça, un peu sur un deck et encore. Et aujourd'hui, ça va se réinverser, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de décision et de négociation va revenir plus vers du côté des investisseurs. Ça, tu le ressens déjà sur les relations que vous avez, puisque ça va être plus restreint. Et deuxième question, est-ce que ça va aussi se ressentir sur les conditions d'investissement, donc la valo, les montants, mais aussi les conditions de gouvernance et peut-être les clauses du pacte où il y a un rapport de force qui va un peu s'inverser. C'est intéressant. Chez Alven, on a la chance d'être là depuis 20 ans. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a vu la bulle Internet, enfin, pas moi, mais l'équipe a vu la bulle Internet éclater. L'équipe a vu la crise de 2008 arriver. Et du coup, en fait, je pense que ce que ça nous permet, c'est que on essaye un peu de garder la tête froide dans les moments chauds, comme dans les moments où ça se détend un petit peu, comme en ce moment. Et donc, du coup, on essaye de garder cette discipline qui était de ne pas, dans la mesure du possible, ne pas surpayer quand le marché était bouillant. Et de la même manière, ne pas surréagir lorsque les temps sont plus difficiles comme aujourd'hui. Donc, effectivement, peut-être que au global, la relation de pouvoir, de levier de négociation va s'inverser un petit peu. Je pense pas qu'elle s'inverse, je pense qu'elle va peut-être se rééquilibrer un tout petit peu.
Mais dans tous les cas, je pense qu'entrepreneurs comme investisseurs, on a tous finalement les mêmes objectifs quand on est actionnaire des mêmes startups. Donc, dans le cas général, on est quand même à intérêt aligné. Et donc, du coup, notre intérêt, c'est de se comporter comme des agents économiques sérieux et adultes. Et donc, du coup, j'espère qu'il n'y aura pas de comportement nuisible aux affaires parce qu'en fait, c'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Sur les valorisations, oui, peut-être que ça va s'ajuster un tout petit peu. Mais quelque part, c'est normal, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que les entrepreneurs ont eu les valorisations très élevées en période faste. Ils peuvent pas s'attendre à ne pas avoir des valorisations plus basses en période moins faste. C'est juste c'est un rééquilibrage, quoi. Ouais, c'est un peu marché, quoi. Donc exactement. Et donc ça c'est un premier point. Après, je pense que c'est difficile de faire des moyennes. C'est-à-dire que le venture, c'est pas un métier de moyenne, c'est un métier où les fonds de venture font l'essentiel de leur performance sur les très gros succès. Et je pense que sur les très gros succès, en fait, il n'y aura pas une grande différence. Et que je pense que le top 0,1% des entrepreneurs va toujours se faire financer aux mêmes conditions qu'avant. Ça, j'ai assez peu de doutes là-dessus. En revanche, pour le milieu de marché, entre guillemets, ouais, ça peut être un peu plus compliqué. J'espère que ça va juste se jouer sur les valos et pas sur les termes de gouvernance, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la performance en venture, c'est pas en protégeant son risque qu'on fait de la performance, c'est plutôt en étant à bord des bonnes boîtes. Et donc j'espère que qu'on va pas revenir sur des termes complexes et anti-business et qui désalignent les intérêts. C'est surtout ça en fait le problème, c'est que les termes de gouvernance un peu complexes et un peu obscurantistes, ça désaligne les intérêts entre les investisseurs et les entrepreneurs. Ouais. Non, c'était plus sans désintéresser les liens, c'est que on était arrivé dans les dernières années à des entrepreneurs qui recevaient parfois 5 ou 10 term sheets et qui du coup avaient des leviers de négociation. Donc mécaniquement, s'ils vont en recevoir moins, Ouais. forcément ils vont avoir moins de leviers de négociation, c'est certain. Et est-ce que tu penses que du coup les entrepreneurs qui cherchaient plusieurs strates, séries d'investissements et qui tablaient sur de la croissance, vont devoir changer un peu leur logique de croissance en disant, on va plus aller vers de la rentabilité ou un business sain plutôt que d'aller vers des levées successives qui seront très difficiles. Déjà que c'est difficile de lever en soi, il ne faut pas l'oublier. Et ça va devenir encore plus difficile. Donc, est-ce que justement l'entrepreneuriat va pas évoluer vers quelque chose de plus sain, moins capital risque sur des levées importantes et plus sur des business qui vont chercher de l'argent chez leurs clients, quoi, et de la profitabilité, donc qui vont mettre plus longtemps à se développer peut-être, là où il y a des boîtes qui pouvaient exploser en 3 ans, peut-être 5 ans ou 10 ans pour faire un business qui soit durable, rentable. T'en penses quoi toi de ça sur En fait, ce qui est compliqué, c'est que notre profession d'investisseur VC, elle est vachement mise en avant dans l'entrepreneuriat, alors que en fait, elle s'applique qu'à une toute petite fraction des entrepreneurs. Et ça, c'est souvent un truc qu'on dit pas assez. Et du coup, je sais pas si, nous, notre métier, ça restera quand même d'investir plutôt dans les boîtes qui scale en 3-5 ans. Parce qu'en fait, il y a d'autres gens dont le métier est d'investir dans les boîtes qui scale en 10-15 ans, et ils existent et ils font du très bon boulot, et les entrepreneurs font un très bon boulot aussi, mais c'est juste pas nous en fait. Donc je sais pas encore comment ça va s'articuler. Oui, je pense qu'il y aura, en tout cas du point de vue entrepreneurial, une petite prime à la croissance plus profitable, peut-être pas profitable, mais plus profitable que jusqu'ici. C'est-à-dire que peut-être que entre croître à 200%, donc faire 3 fois son chiffre d'affaires de l'an dernier avec un EBITDA très négatif versus croître à 150%, mais avec un EBITDA proche de 0, peut-être que l'arbitrage sera plutôt en faveur de la deuxième catégorie. Autant côté investisseur, parce que en fait, nous-mêmes, on opère dans un cadre d'incertitude qui fait qu'on ne sait pas comment vont réagir les investisseurs plus late stage dans 2-3 ans, quand il faudra lever le prochain tour. Et donc, du coup,
pour mitiger notre risque, on préférera des boîtes qui ont un profil de rentabilité un peu plus sain, mais aussi côté entrepreneur, parce qu'en fait, l'entrepreneur, il a quasiment tout son patrimoine dans sa startup, et donc lui, d'un point de vue patrimonial, il aura tout intérêt à dérisquer ça, et peut-être qu'il préférera, avoir une boîte qui croît un peu moins fort et donc qui vaut un peu moins, mais avec un moindre risque de se planter, plutôt qu'une boîte qui croît très très vite, mais avec un énorme risque de se planter. Peut-être qu'on va moins d'entendre parler de licorne, de la recherche de licorne, d'avoir une compétitivité mondiale, d'avoir le plus de licornes en Europe, etc. en France. Peut-être que ça va peut-être un peu changer, ça. Enfin, ce que j'espère, enfin, en tout cas, la métrique de licorne, c'est pas une fin en soi, quoi. Donc, valoir 1 milliard sur le papier, c'est pas une fin en soi, et même pour les investisseurs, c'est pas comme ça qu'on se rémunère, parce qu'on se rémunère lorsque la boîte est effectivement vendue, contre de l'argent sonnant et trébuchant. Donc, ouais, peut-être qu'on va revenir un petit peu de cette chasse aux licornes, ouais. Ouais, on va voir. Sur cette première grosse tendance, c'est un petit peu voir s'il y a des modèles plus sains. Et une deuxième grosse tendance qui se dégage aussi, c'est quand même avoir des boîtes qui ont un, comment dire, un sens sociétal, environnemental, social, de l'impact, quoi. Même si c'est pas de l'impact investing ou c'est pas des boîtes qui sont pour de l'impact, est-ce que vous allez penser aussi au business, même si c'est des boîtes deep tech, etc., qui ont un vrai sens par rapport à la protection des personnes, des avantages pour des catégories, des minorités, des protections environnementales. Est-ce que ça, tu sens que ça va devenir une tendance qui était déjà existante, mais encore plus marquée dans l'investissement, surtout sur les fonds généralistes? Je pense, oui, j'en suis convaincu. Je pense que ça va prendre un peu de temps, tout simplement pour une raison assez simple, c'est que le principal vecteur de cette évolution, c'est les employés. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les meilleurs talents, quoi, les meilleurs employés possibles, ils veulent bosser dans une boîte qui a du sens. Alors après, chacun sa définition, on va pas rentrer là-dedans, mais qui en tout cas a du sens. Et donc du coup, ça c'est vraiment un point important, c'est que dans la chasse au talent qui elle reste toujours très importante, euh, les boîtes qui ont un certain sens sociétal seront favorisées. En revanche, du coup, comme c'est un mouvement un peu bottom-up, quoi, ça se passe employé après employé, recrutement après recrutement. À mon avis, ça va prendre un petit peu de temps. Mais complètement, nous chez Alven, on réfléchit pas mal à ça. On n'est pas un fonds d'impact, mais on a bien conscience quand même que les mentalités sont en train de changer et que, à mon avis, cette crise, elle va aussi accélérer ce changement. C'est-à-dire que, en fait, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, aller au resto ou sortir, c'est peut-être pas si important que ça en fait, et que juste être en bonne santé, c'est important, et que on est dans un écosystème avec d'autres gens, avec la planète, avec tout ça, et que en fait, il faut que ça vive en symbiose, et que du coup, il faut peut-être aller dans ce sens-là. Donc, je pense que ouais, il y a un mouvement de fond qui est impossible à arrêter, mais je pense juste qu'il va prendre du temps. Ok. On répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet dédié. Juste, si on peut faire un petit focus sur Alven, vous, ça fait du coup 6 semaines qu'on est en confinement post Ouais. 16 mars, etc. Ça a été quoi ces dernières semaines? Quel a été l'impact du Covid sur vos participations et votre même manière de travailler? C'est une bonne question. Alors, nous, c'était en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'était l'évaluation. La première étape, c'était vraiment comprendre ce qui se passe dans le portefeuille. Donc, on a passé à peu près 2 semaines à discuter avec toutes les boîtes du portefeuille pour bien comprendre quel était leur impact, quel était l'impact sur leurs clients et quelle était leur position de cash. Et on a mappé, entre guillemets, ces boîtes sur 2 axes. Le premier qui est le degré d'impact, et le deuxième qui est ce qu'on appelle le runway, c'est-à-dire de combien de mois de cash ils disposent avant d'arriver à un niveau de cash de 0. On a la chance d'être relativement préservé, c'est-à-dire que si ces 2 axes dessinent 4 cadrans, dans le cadran de la mort qui est peu de cash en banque et fort impact négatif, on n'a quasiment aucune entreprise qui est dans ce cadre-là. Donc, on a été relativement préservé là-dessus. On a pas mal de chance. Après, on a évidemment des boîtes qui sont touchées, notamment
toutes celles qui ont trait au retail, au travel et aux services rendus dans la vie physique, quoi. Donc évidemment, celles-là sont touchées. On a de la chance, elles ont pour l'instant du cash pour survivre et pour redécoller après la crise. Après, il y a une deuxième catégorie qui est les boîtes qui sont un peu touchées négativement, notamment en SaaS et aussi en e-commerce. Donc, un peu touché, ça veut dire entre moins 10 et moins 30% sur le nouveau revenu, donc sur la croissance, quoi. Mais qui sont relativement sous contrôle, quoi. Et on a une troisième catégorie qui bénéficie de la crise, entre guillemets, que sont les applications mobiles, donc dans le social, dans le gaming notamment, et les assurances, puisque en fait les gens se rendent compte que le monde est plein de risques et qu'il faut se protéger contre ces risques et que les assurances, ça sert exactement à ça. Donc voilà, on a un portefeuille qui est assez diversifié. C'est aussi la logique d'un portefeuille, hein, c'est que tous les œufs soient pas dans le même panier. Donc ça c'est sur l'évaluation. Maintenant, nous on se concentre sur une deuxième phase maintenant qui est essayer d'aider les entrepreneurs opérationnellement dans ce qu'ils peuvent faire. Donc on essaye notamment avec Christelle chez nous qui s'occupe des RH de voir comment est-ce qu'elles peuvent réagir. Donc la mise en place de certains schémas de chômage partiel et autres, mais aussi plus opérationnellement de comprendre comment est-ce qu'elles peuvent réallouer leur focus sur des clients qui sont un peu moins touchés, sur des canaux d'acquisition qui sont un peu moins touchés, etc., etc. Et enfin, il y a la partie investissement. Nous, chez Alven, on a pris la décision de ne pas arrêter d'investir, ce qui ne veut pas dire qu'on investit au même rythme qu'avant et que on va faire autant de deals qu'avant. Néanmoins, on a signé une term sheet la semaine dernière sur un nouvel investissement. Donc, ça existe, quoi, c'est possible. Après, oui, c'est une équipe qu'on suivait déjà depuis un petit bout de temps et qu'on connaissait bien. Ouais. C'est dans un marché qu'on connaissait extrêmement bien et dans lequel on a beaucoup d'autres participations. Et ils sont dans un marché qui est relativement peu touché par ce qui se passe. Donc voilà. Ok. Et justement, là, cette logique, c'est il y a encore beaucoup de capital sur le marché, donc les investisseurs vont revenir à une période d'investissement. Au début, là, dans les premiers webinaires qu'on avait, c'était vraiment genre ne nous contactez pas, ça sert à rien, on va beaucoup bosser. Est-ce qu'aujourd'hui, les fonds retrouvent progressivement une activité aussi de deal flow et de sourcing et de contact avec les investisseurs, ou est-ce que vraiment il va falloir attendre quand même le déconfinement ou même après l'été pour vraiment voir et rencontrer des entrepreneurs? Complètement. Là, si je reprends un peu mon calendrier, cette semaine, j'ai parlé à 5 boîtes dans le deal flow, quoi. Donc c'est beaucoup moins que d'habitude, mais c'est quand même pas zéro. Complètement, on continue à suivre le deal flow. Après, je pense que, comme je le disais, je pense que le rythme d'investissement va quand même être un tout petit peu plus faible. Et je pense aussi que en fait, ce que j'observe aussi, c'est qu'on a moins d'inbound. C'est-à-dire que d'habitude, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous sollicitent. Et là, on en a beaucoup moins. Et donc, l'essentiel de ce qu'on fait, c'est de la chasse. Ce qui est très bien parce qu'on adore faire ça chez Alven. Mais c'est aussi les entrepreneurs, je pense, qui ont intégré que lever des fonds, ça va être plus compliqué et que donc l'utilisation de leur temps sur la levée de fonds allait peut-être avoir moins d'impact sur la survie que aller chercher du revenu chez les clients, couper leurs coûts, travailler sur du product development, etc. Ouais, ce qui déjà était le cas avant. On disait déjà que les levées, c'était très chronophage. Nous, c'est le conseil qu'on disait. Alors attention, c'est chronophage, ça peut l'être encore plus si on contacte les investisseurs au mauvais moment. Et par rapport à son business, évidemment, il faut déjà le sauver et assurer la survie. Du coup, sur les boîtes de votre portefeuille, c'est quoi les conseils majeurs, ou enfin les réflexes majeurs que vous avez donnés justement sur, tout le monde parle de cash shifting, mesures défensives, sécuriser la trésor un maximum, voir un peu l'état d'urgence. Et pourquoi pas, après, il y a le rôle d'investisseur que vous avez, il y a la casquette de board member ou d'operating, d'opérateur, tout dépend de ce qu'on appelle en fonction des fonds.
Là, vous avez peut-être aussi réfléchi aux fondamentaux de la boîte et peut-être au business model même ou à autre chose. Ça s'est arrivé sur certaines participations? Complètement. Bah, si tout le monde dit ça, c'est qu'il y a un fond de vérité. Nous, il y a quatre axes principaux sur lesquels on bosse. Le premier, c'est vraiment l'évaluation. Donc, on pousse tous les entrepreneurs de notre portefeuille à bien évaluer la situation. Évaluer la situation, ça veut dire ou bien construire, si on n'en avait pas, ou bien reprendre son modèle, bien comprendre le chiffre d'affaires et l'impact, l'évolution du chiffre d'affaires avec différents scénarios. Et en fait, ce qu'on observe souvent, c'est que les scénarios sont pas assez différenciés. C'est-à-dire que les gens font des scénarios à moins 10% de revenus, moins 20% de revenus. C'est pas ça une crise. Une crise, c'est genre moins 50, moins 70%. Et c'est à ça que ça sert, en fait, des scénarios, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si j'ai plus aucun nouveau client. Ou qu'est-ce qui se passe si plus aucun nouveau, ou qu'est-ce qui se passe si j'ai 50% de churn. C'est ça, en fait, c'est à ça que ça sert des scénarios. Donc, le premier point, c'est vraiment faire des scénarios sur l'évolution du chiffre d'affaires, mais ne pas avoir peur de faire des scénarios vraiment extrêmes, parce qu'en fait, la modélisation, ça sert exactement à ça. Et donc ça, c'est sur la partie chiffre d'affaires. Et sur la partie coût, voir quels sont les coûts qu'on peut décaler, réduire, annuler. Et ça, c'est vraiment important. Et à partir de ces deux éléments-là, voir de combien de runway, de combien de mois de vie on dispose, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, dans un cas moyen, dans différents scénarios. Et ça permet d'être préparé à ce qui peut arriver. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et pour bien comprendre ça, il faut parler à ses clients. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour aller parler à ses clients, comprendre dans quelle mesure eux-mêmes sont touchés, dans quelle mesure eux-mêmes souffrent de la crise pour être capable d'inférer ça dans notre modèle à nous et de dire, OK, a priori, je vends à 1000 clients, dont 150 sont très touchés. Très touchés, ça veut dire qu'ils sont capables de se désabonner de mon service. Donc, qu'est-ce qui se passe si ces 150-là se désabonnent? Qu'est-ce qui se passe si sur les 850 restants, il y en a la moitié qui veulent des discounts de 40% et qui disent que s'il n'y a pas de discount, ils partent? Et donc, modéliser tout ça. Ça, c'est la première étape, donc l'évaluation. Deuxième étape, c'est survivre. Pour survivre, une boîte, ça meurt quand ça n'a plus de cash. Donc, le point important là-dedans, c'est d'aller chercher tout le cash possible. Aller chercher tout le cash possible. Là encore, côté coût, ça veut dire optimiser ce coût au maximum. Et côté rentrée d'argent, il y a différentes sources. Il y a les investisseurs, il y a les clients, il y a les plans étatiques, il y a des banques, il y a différentes sources de capital. Et donc, il faut négliger aucune de ces sources de capital. Et puis, il faut aussi être souple. C'est-à-dire que si on peut accélérer ces délais de paiement contre un discount et que l'alternative à ça, c'est mourir, peut-être que ça vaut le coup de récupérer seulement 80% d'une facture plutôt que 100% dans 3 mois, alors qu'en fait, on n'a plus qu'un mois de cash. Donc, il y a des calculs comme ça qui font mal, mais qui sont nécessaires à la survie de la boîte. Donc ça, c'est la deuxième étape, survivre. Une fois qu'on a survécu, et une fois qu'on sait qu'on va survivre, on peut commencer à optimiser. Donc optimiser, ça veut dire se concentrer sur les clients qui ont la plus forte probabilité de dealer avec nous. Ceux qui ont la plus forte probabilité de dealer avec nous, c'est ceux dont la probabilité est 1, c'est-à-dire nos clients existants. Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est se concentrer sur les clients existants parce que c'est beaucoup plus facile de garder un client existant que de perdre un client existant et d'essayer d'aller choper un nouveau client pour compenser ce client churné. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si ça doit passer par des discounts ou si ça doit passer par une suspension des paiements pendant quelques mois, c'est toujours mieux que de perdre un client et d'essayer de le regagner ensuite. Okay. Donc ça c'est de l'optimisation. Il y a l'optimisation aussi de business model. Si jamais on avait un business model qui faisait essentiellement des services dans la vie physique qui sont pas possibles, peut-être qu'on peut digitaliser une partie de ces services-là. Peut-être qu'on peut l'adapter au nouveau contexte. Et puis enfin la quatrième étape, c'est se préparer au redémarrage, parce que on ne sait pas quand il y aura un redémarrage, mais il y en aura un. Et se préparer au redémarrage, ça veut dire notamment utiliser ce temps
qui sans doute ne sera pas très efficace sur le côté générer du revenu, pour se concentrer sur autre chose, et donc notamment le développement de produits, qui permettra de ressortir de cette crise avec un produit très différencié et un produit qui fonctionne très bien et qui est très lié à ce dont les clients ont besoin, et donc de ressortir plus fort et d'aller plus vite une fois que ça repart. Ouais. Et bah, écoute, c'est des super conseils. J'en ajouterai un autre qu'on a pas mal eu et que je donne pas mal. C'est aussi de penser pendant cette période, de repenser le business, c'est aussi penser pendant la marque et profiter de cette période où on est tous chez nous, devant les mobiles, devant les téléphones, pour bah, créer une communauté ou enrichir sa communauté, bah, pousser sa marque aussi auprès de ses cibles. En plus de parler de ses clients, bah, c'est aussi de renforcer l'aspect marque. C'est le bon moment, quoi. Et je pense que sur certains business, ça s'applique bien, surtout dans des business même en retail où c'est fermé ou en travel, ils peuvent toujours trouver et créer des initiatives. Il y a même beaucoup de boîtes d'ailleurs qui ont participé à des dons, des campagnes de dons ou de production de Ouais. blouses, de masques, etc. Et je trouve que c'est hyper intelligent. Bon, c'est pas du business, c'est aussi d'aider les soignants, d'aider un maximum les gens. Mais c'est repenser son business pour qu'il y ait aussi un sens et que ce soit positif sur l'aspect global de sa marque, etc. Complètement. Bah, dans notre portefeuille, il y a Feed et Frishti notamment qui ont fait des distributions de produits à destination du personnel soignant. Et je partage à 100% ton point sur la communauté. La communauté, c'est la communauté externe, donc ce dont tu viens de parler, mais c'est aussi la communauté interne. En ces temps compliqués, je pense qu'il faut redoubler de communication interne avec ses employés, avec ses cofondateurs, avec ses partenaires. C'est vraiment, vraiment important. C'est des temps qui sont difficiles pour tout le monde et certains sont dans des conditions de confinement qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, c'est vraiment, vraiment important de se concentrer là-dessus et de garder la culture, notamment avec les employés. On a des entreprises dans le portefeuille qui font ça super bien, qui ont, dès le début du confinement, nommé 2 personnes en charge de l'animation de la culture en remote et qui, tous les, je sais pas, 2-3 fois par semaine, font des événements à distance avec les employés. Et ça, c'est vraiment fondamental. Trop bien. C'est une super dynamique qui se crée. Bah, c'est les entrepreneurs qui sont agiles et qui s'adaptent. Exactement. C'est les meilleurs. Juste sur les boîtes, bah, justement sur tout ce que tu as dit sur les boîtes qui sont dans votre portefeuille ou dans lesquelles vous êtes, il y a la dette. J'aimerais bien en parler, avoir ton avis là-dessus, parce que exceptionnellement, pour la première fois, les banques deviennent très participants au financement, notamment de la sauvegarde de certains business ou Ouais. d'assurer un matelas financier. Sauf qu'à la différence, c'est pas du capital, c'est pas de la BPI, c'est pas de l'argent pour financer de l'innovation ou de la croissance, c'est de l'argent de sauvegarde. Et souvent, les entrepreneurs, il faut qu'ils fassent attention puisque tout simplement, déjà, c'est un prêt, donc il faut le rembourser, même s'il est peu cher. Hein. Ouais. Un PGE, par exemple, c'est lycée, même sur 6 ans, ça va être entre 0,35 et 0,40%. Ça reste très faible, mais c'est à rembourser, c'est à intégrer. Et souvent, les entrepreneurs ne l'intègrent pas forcément de la même manière qu'une augmentation de capital. Est-ce que vous faites attention à l'endettement des entreprises aussi que vous avez et à mesurer aussi l'endettement par rapport aux besoins, tout en constituant un matelas de sécurité de trésorerie grâce aux dispositifs bancaires qui existent aujourd'hui? Alors oui, après, dans les faits, enfin, on parle beaucoup du PGE. Je trouve que la part du PGE dans le temps de parole est plus élevée que la part de prêt effectivement fait par des banques en PGE. Donc ça arrive pas non plus si souvent que ça. En fait, les banques sont un tout petit peu plus réticentes que ce qu'on veut bien lire à droite à gauche de ce que j'ai compris, enfin en tout cas de ce qu'on voit. Mais oui, complètement. L'argent de la dette, c'est un bon argent, enfin comme tout argent qui sert à financer un modèle économique qui tourne. En fait, tant que le coût du capital est inférieur au retour sur le capital, c'est créateur de valeur. C'est de l'économie un peu de base. Effectivement, je pense que tu fais bien de le souligner. Ça reste une dette à rembourser. Ça reste une dette qui, au moment de la signature, a des conditions favorables, mais qui, si je me trompe pas, a des conditions quand même de renégociation au bout d'un moment avec la banque. Et dans ce cas-là,
on ne sait pas dans quelles conditions elle sera renégociée à ce moment-là. Donc, ça reste toujours un risque, bien sûr, d'avoir de la dette. Nous, on fait pas tellement attention aux ratios d'endettement parce que ça reste quand même des ratios qui sont relativement faibles. Chez Elven, on investit beaucoup dans des modèles assez peu capital intensive et plutôt digitaux purs. Donc, on a assez peu de boîtes qui ont besoin d'aller lever des brouettes de dette à côté. Donc, oui, on y fait attention. C'est pas non plus ce qui nous empêche de dormir tout le temps. Et en fait, la dette, effectivement, il faut faire attention au remboursement et aux conditions. Et surtout, il faut s'assurer qu'on est dans une situation où on va être capable de la rembourser. C'est-à-dire qu'on a un modèle économique qui tourne et on lève pas de la dette si on a une équation économique qui tourne pas. Ouais, c'est clair. Bah, c'est intéressant. Bah, et juste pour petit point PGE, puisqu'on a eu la BPI, j'ai eu Nicolas Dufay hier, il y a déjà eu 70 milliards en 3 semaines qui ont été prêtés. Le niveau moyen, c'est 150 000 euros par entreprise. Donc ça reste assez faible, les montants. Mais il y a des boîtes qui font plus grosses. Et il y a environ un tiers des dossiers qui ont été refusés. D'accord. Un tiers. C'est quand même assez important parce que il y avait la question des fonds propres négatifs. D'accord. Et les banques voulaient pas prêter à des boîtes qui avaient un ratio d'endettement, enfin un ratio de fonds propres par rapport au capital qui était négatif, notamment sur les critères européens. Et c'est pour ça que la BPI va sortir aujourd'hui ou lundi une sorte de PGE spécial BPI aussi, qui est plus adapté aussi au secteur des startups. Et après, bon, là, c'est pas de l'argent de la BPI, c'est une contre-garantie. Donc elles sont un peu tributaires de l'avis des banques, mais à la fois, il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup de mal avec leurs conseillers bancaires et ça dépend même pas de la marque de la banque. Ça peut être une grande banque et l'agence peut avoir des pratiques différentes ou la région même peut avoir des pratiques un peu différentes et des critères de sélection. Donc, c'est assez difficile d'avoir un standard. Mais globalement, BPI était assez surprise du fait que, enfin pas surprise, mais agréablement constaté que les banques jouaient le jeu de financer, sachant que les banques ne gagnent quasiment pas d'argent, ou même zéro argent sur ce type de dispositif. Donc c'est assez exceptionnel de voir que les banques qui sont pas trop les meilleurs amis des entrepreneurs et des startups à la base, puisque c'est très jeune, très risqué, se mettent à prêter. Ils jouent le jeu quelque part. Bon après, ça dépend vraiment de chaque projet. Sur les besoins de financement des boîtes, il y a aussi la possibilité de faire des bridges pour les entrepreneurs. C'est aussi une question qui revient souvent. Donc, il y a différentes possibilités, modalités, compte courant, obligations convertibles, BSR ou même une augmentation de capital en dur. Est-ce que toi, tu en as vu déjà ou tu as vu des pratiques sur des bridges pendant la période qui permettent d'augmenter le matelas de financement de la boîte et est-ce que vous l'avez fait aussi dans votre portefeuille ou vous envisagez? Je touche du bois. Jusqu'ici, on n'a pas eu à en faire à l'occasion de cette crise. Est-ce qu'on envisage de le faire? Oui, évidemment, on envisage de soutenir les boîtes du portefeuille, bien sûr. C'est une décision qui se fait au cas par cas. Il y a les boîtes qui effectivement sont touchées par la crise actuelle, et puis il y a les boîtes qui de manière générale, n'étaient pas sur un chemin de développement pérenne et pour qui la crise actuelle est un élément conjoncturel en plus, mais c'était pas ça le problème structurellement. Mais ouais, on considère bien sûr de le faire en cas de besoin. Est-ce que j'ai vu dans d'autres fonds des bridges? J'en ai pas trop entendu parler. J'imagine qu'il y en a forcément. Je pense que là encore, l'éducation des différents investisseurs c'est bien faite au cours des dernières années et du coup, les termes sont plutôt fairs, je pense. Globalement, si on revient à la question précédente aussi, il y a aussi des termes dans un bridge et j'ai l'impression que les termes sont plutôt fairs. Il y a évidemment certains investisseurs qui essayent de profiter de la situation pour tordre un peu le bras des entrepreneurs. Bon. C'est comme ça, quoi. Il y a de tout, il y a de tout comme comportement. Ouais, il y a d'ailleurs des pratiques qui sont un peu limites, mais bon, on sait que la réputation fait son travail aussi, puisque le milieu est petit. Est-ce que, justement, Philippe demande ton avis sur le SAFE ou le BSR.
les avis sont très partagés. Effectivement, j'ai posé la question à quasiment tous les participants. Il y en a qui disent qu'ils le déconseillent fortement en disant que justement les conditions peuvent être tellement imprévisibles que ça peut être au détriment de la valorisation future d'une levée. Ou d'autres qui disent privilégiez-le parce que ça vous fait de la trésorerie très rapidement et plus que jamais aujourd'hui vous en avez besoin. C'est quoi ton avis si tu peux avoir un avis général sur le safe, puisque ça dépend, ou le BSR, ça dépend vraiment de chaque projet aussi, je pense. Complètement. J'ai pas d'avis général. Nous, on a fait des safes, notamment parce qu'en fait, on investit beaucoup, comme je te le disais en introduction, chez des entrepreneurs francophones aux US, et qu'aux US, c'est très répandu comme outil de financement. Donc, on investit dans des safes. Il y a plusieurs éléments qu'il faut bien garder en tête. Le premier, c'est que il faut que ce soit bien rédigé. Le safe à la rigueur, c'est assez bien balisé, mais en France, le BSAR, il y a quand même vraiment de tout, quoi. Donc, il faut vraiment bien relire et se faire conseiller par potentiellement plusieurs avocats, malheureusement, pour avoir un bon avis là-dessus. Le deuxième, c'est que en fait, le BSAR, il ne fait que ou le safe, il ne fait que définir un range de détention et de valorisation future qui sera basé sur des milestones qu'on ne connaît pas et dans un écosystème de financement qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre que le cap, c'est pas une valorisation. Le cap, c'est le maximum d'une valorisation. Que un floor, c'est pas non plus une valorisation, c'est un minimum de valorisation. Et donc, il faut bien raisonner. Comme on a l'habitude de raisonner en tour equity, pricé, avec telle dilution, telle valorisation, tel investissement, faut bien comprendre que là, c'est pas ça. Là, il y a des bornes, il y a une borne basse, une borne haute, une moyenne, on ne sait pas où est-ce qu'on sera dans ce truc-là. On ne sait pas non plus quel sera le scénario. Bien faire attention aussi à ce qui se passe s'il n'y a pas de round. On parlait des boîtes qui commencent à faire commencent à envisager un chemin de croissance plus profitable. Et donc où la probabilité d'un futur tour de financement est plus faible, bien se mettre d'accord sur ce qui se passe s'il n'y a pas de tour de financement. Ce qui se passe s'il n'y a pas de tour de financement parce que la boîte cartonne et qu'elle est rentable, mais aussi parce que personne ne veut investir. C'est pas non plus le même scénario. Donc il faut vraiment faire attention. Ça a l'air, ça s'appelle simple agreement, mais en fait c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment faire attention à ce que ça veut dire et là encore bien voir les différents scénarios, ce qui se passe pour les investisseurs, pour les founders. C'est au cas par cas. J'ai pas de philosophie sur le safe, on en fait. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est risqué, c'est d'empiler des safes. Alors, ça, c'est très risqué parce que là encore, quand on a un range, déjà, c'est plus compliqué qu'un point. Quand on a plusieurs ranges qui se chevauchent, ça devient vraiment, vraiment complexe. Et ça arrive, et ça arrive que en phase difficile, les entrepreneurs empilent plusieurs safes à des valorisations, à des caps différents. Et des conditions différentes, et que en fait ils aient pas tout modélisé, et que le jour où tout ça se convertit, finalement ils se retrouvent beaucoup plus dilués que ce qu'ils pensaient. Ça malheureusement c'est arrivé. Donc voilà, faut vraiment tout lire et tout faire gaffe. Il y a pas de martingale, quoi. Il y a pas de le safe c'est l'instrument magique. Non, juste ça a des avantages et des inconvénients, et il faut tout lire et bien renseigner. Ouais. D'ailleurs, sur cette truc de conversion et d'obligation convertible, il y a le French Tech Bridge aussi. Je sais pas si vous avez déjà eu des startups qui ont potentiellement la possibilité d'être suivies par la BPI. Le ministre et la BPI a bien assuré que le but n'était pas de convertir les obligations après la période du contractuel. T'as vu des choses là-dessus, toi, ou t'as un sentiment là-dessus? Je vois la question de Thibaut. Vraiment, pour être complètement honnête, je connais pas du tout assez le dispositif pour avoir un avis là-dessus. Honnêtement, je me suis pas assez renseigné, mais ravi de prendre cette question offline. Ouais, il y a, personne ne sait trop comment ça se passe. Apparemment, il y a déjà des boîtes qui ont demandé, mais c'est sur des bridges. Donc, généralement, c'est un peu la continuité de la question que je te posais. C'est des investisseurs qui disent, on va mettre 500, 1 million dans une boîte, et la BPI suit en logique 1 pour 1, mais avec des OC, un dispositif d'OC, en disant, nous, on veut pas convertir à terme. Donc, on veut un remboursement, sur une levée future, à voir comment ça se positionne. Ils ont quand même toujours l'opportunité de convertir. Donc, ce serait, pour les entrepreneurs, le fait d'avoir la BPI aussi en co-investisseur, et voir dans quelles conditions. Ça reste assez flou, c'est encore un peu
très très peu pratiqué, quoi. On a encore quelques questions pour pouvoir répondre à tout le monde. Est-ce que la mise sous perfusion de l'écosystème par la BPI n'est pas un peu nuisible à terme, sachant que ça va permettre à de nombreuses boîtes de survivre, alors que même sans crise, elles allaient fermer? Une bonne question d'Alexandre. Ouais, question un peu polémique, mais bonne question. Enfin, question un peu polémique, donc bonne question. Encore une fois, j'ai pas d'avis hyper tranché là-dessus parce que d'un côté, effectivement, si ce genre de dispositif a ralenti un peu les mécanismes de marché et notamment le fait de fermer une boîte qui n'a de manière évidente pas de product market fit et qui n'allait pas en trouver, bah oui, ça peut ralentir un peu le jeu de l'économie et donc ne pas être une bonne chose, surtout que ça se fait avec l'argent du contribuable. D'un autre côté, l'aide de la BPI sur les dernières années, c'est aussi ce qui a permis à beaucoup plus de gens de se lancer dans l'entrepreneuriat et de se planter et d'apprendre et de relancer par la suite d'autres boîtes avec tout cet apprentissage et toute cette éducation. Donc, très honnêtement, j'ai pas un avis très tranché. Encore, c'est du cas par cas. C'est assez compliqué. Ce qui est certain, c'est que ça ne doit pas être un robinet ouvert à n'importe quelle boîte qui, de manière évidente, n'allait pas, ou bien n'allait pas être touchée par la crise, ou bien n'allait pas survivre de toute manière. Je pense que le dispositif, il est vraiment là pour aider les boîtes qui sont touchées. Et nous, on a eu dans le portefeuille des cas d'entrepreneurs qui auraient pu, je pense, candidater pour des aides. Alors, pas sûr qu'elles les auraient eues, mais qui auraient pu le faire et qui se disent, bah, non, le dispositif, il n'est pas fait pour moi. Moi, je suis pas très touché. J'ai pas mal de cash en banque. Donc voilà, il y a aussi des considérations éthiques à avoir. Ouais, c'est clair. De toute façon, la réponse, elle est un peu, je pense, la même qu'avant la crise. C'est-à-dire que la BPI est un acteur majeur, c'est le plus gros financeur de Ouais. l'innovation en France. C'est une chance avant tout, je pense. Il y a des pays où ça fonctionne différemment. Bon, après, chaque comparaison n'est pas raison, mais le fait d'avoir la BPI, c'est quand même un soutien. Ça a permis à plein de boîtes d'avoir des soutiens de financement opérationnel. Il y a le crédit d'impôt, évidemment, en France aussi, qui est très qui favorise la R&D et le développement de boîtes techno. Et les mêmes conseils qu'on donne aussi aux entrepreneurs avant, c'est de ne pas aller à la course aux subventions et aux prêts et de façon complètement désordonnée et multiplier les dispositifs. Il faut que chaque dispositif ait son utilité. Et pour rappel, Alexandre, les dispositifs type PGE, par exemple, c'est pas la BPI, hein, c'est les banques qui financent. Bon, alors la BPI contre-garantie, donc s'il y a des défauts de paiement, on va voir comment ça va s'interpréter. BPI, encore une fois, hier, nous a dit que avant la crise, les défauts de paiement dans les startups, c'était de 4 à 7 donc c'est pas énorme. Et les dispositifs peuvent évoluer et se transformer. On va voir là l'impact moyen terme, long terme. Mais on est sur une dynamique de sauvegarde de l'emploi et à tout prix, le gouvernement veut sauvegarder les entreprises parce qu'il y aura une reprise et qu'il faut la préparer et que pour préparer une reprise, il faut de la stratégie commerciale, des clients, mais il faut aussi du financement, quoi. On est dans un écosystème où il faut du financement et la BPI aussi insiste beaucoup sur le rôle des investisseurs en capital et des VC et des BA pour re-soutenir aussi l'écosystème et pour être cofinanceur, quoi. C'est pas un organisme qui fait que financer seul. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même positif qu'on ait la BPI au final. Peut-être un dernier élément là-dessus. En fait, le succès de l'écosystème français, disons, puisqu'on parle de la BPI, ça sera pas de ne pas avoir de rigolo dans l'écosystème, ça sera d'avoir des très gros succès. Et donc pour moi, la question, elle n'est pas comment est-ce qu'on évite d'avoir du bruit dans l'écosystème, mais plutôt comment est-ce qu'on crée du signal. Et créer du signal et donc créer des énormes entreprises, si ça va passer par l'éducation des entrepreneurs et ça va passer par avoir des entrepreneurs qui sont plus expérimentés, plus aguerris, qui ont vu plus de situations. Si, pour qu'ils arrivent à ce niveau d'éducation, il faut qu'ils se soient plantés une fois, deux fois, trois fois et que le financement par la BPI a contribué à leur donner cette chance à un moment donné, pourquoi pas? C'est un investissement. Voilà, faut garder en tête que l'objectif, c'est que
c'est qu'on crée on crée des boîtes, on crée des Doctolib, on crée des Dataiku, on crée des Algolia. C'est ça l'objectif, quoi. Ouais, qui crée de la croissance, de l'emploi, et c'est le but de la BPI, hein, c'est l'emploi et financer la croissance. C'est pas que financer des boîtes dans tous les sens, même s'ils en font beaucoup. Si on a peut avoir deux petites dernières questions, du coup, il y a Jean-François qui demande tes conseils sur les boîtes qui lèvent des seeds aujourd'hui, et notamment, est-ce qu'on attend le déconfinement selon toi avant de démarrer un roadshow? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors là encore, c'est difficile de donner un conseil général parce que en fait, les investisseurs n'ont pas le même comportement. Certains vont ne pas faire de nouveaux investissements, certains vont en faire. Côté Alven, nous, on continue d'en faire, on continue à discuter avec des entrepreneurs. Je pense que c'est toujours mieux de prendre contact le plus tôt possible pour en fait, faire connaissance, de préparer un partenariat qui se passe sur plusieurs années. Enfin, tu vois, notre temps de détention moyen, c'est 6-7 ans, quoi. Et donc, on prépare pas une relation de 6-7 ans en 2 rendez-vous. Et le dernier point que je voulais dire, c'est oui, c'est plus compliqué en visio qu'en physique, c'est certain. Après, c'est pas impossible. Et d'autre part, rien n'empêche de commencer plus tôt et éventuellement lever post-confinement. Mais mon conseil quand même, ce serait d'essayer de contacter les investisseurs, leur demander s'ils sont ouverts pour de nouveaux investissements ou pas. À mon avis, ils vous diront quasiment tous oui. Et d'autre part, d'essayer de créer la relation le plus tôt possible, même si c'est via Zoom. Ok. Dernier petit conseil, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce qui ferait un bon entrepreneur, une bonne entrepreneur pendant la tempête? C'est quoi les bonnes qualités que toi tu vois ou que tu attendrais d'un ou d'une entrepreneur pendant la crise? Les meilleurs entrepreneurs de notre portefeuille, c'est ceux qui ont préempté les sujets. C'est ceux qui ont réagi vite et fort et avec en articulant plusieurs scénarios possibles et en se préparant, en espérant le meilleur et en se préparant au pire. Donc, c'est les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui nous ont contactés de manière proactive en disant bon, voilà où j'en suis, voilà, il y a X% de ma base client qui est à risque. Du coup, voilà comment je vais y répondre. Côté revenu, côté coût, j'ai tant de cash. Je pense que si je fais telle et telle chose, je vais arriver à tant de mois de cash restant. Et c'est des gens qui aussi voilà, qui réagissent vite et fort. Ça, c'est plutôt ce qu'on voit. Sans pour autant surréagir, c'est-à-dire qui font bien la différence entre les actifs dont ils vont avoir besoin post-crise et les actifs voilà, dont ils ont moins besoin maintenant. C'est des gens agiles en fait, c'est des gens qui réagissent très vite, très fort, mais qui gardent en tête quand même la reprise. Ok, bah écoute, c'est bon conseil pour les entrepreneurs qui nous suivent. Est-ce qu'on peut rentrer en contact? Comment on rentre en contact avec Alven ou toi? Bah, il y a mon adresse mail qui est en clair sur LinkedIn, c'est Bartosz, mon prénom, BRTOSZ, @alven.co. J'ai mis dans le chat. Merci Bartos, très sympa. Et puis bah voilà, on souhaite bon courage à toutes et à Super. tous dans cette période. Bah, merci Et, à tous. Merci beaucoup. et bonne journée à tout Ça le monde. marche. Au revoir. Salut.